Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur les châteaux d'Île-de-France. Lorsque j'ai été mutée en région parisienne, j'ai été prise d'une espèce de frénésie vitale avec l'idée et l'envie d'aller très très vite visiter tous les châteaux que je pouvais trouver autour de chez moi. Donc pour moi il était très important de visiter la région dans laquelle je me trouvais. Malheureusement devant le nombre très important de châteaux qui se trouvent autour de la capitale, j'ai bien été obligée finalement de me restreindre et de me rendre compte qu'il me faudrait bien plus que quelques semaines pour visiter l'intégralité de l'endroit où je me trouvais. Toujours est-il que j'ai quand même eu l'occasion de visiter énormément de châteaux depuis que je suis installée ici, que j'aimerais vous faire partager. Je ne vais pas vous faire l'historique et le détail de tous les châteaux qu'on peut trouver autour de Paris. De même, je ne vais pas non plus me concentrer directement sur la ville de Paris, qui possède énormément d'institutions culturelles et de lieux d'histoire, et je ferai une vidéo spécifique sur la ville de Paris pour pouvoir justement en parler. Là, je veux vraiment rester sur trois départements, les Yvelines, l'Essonne et la Seine-et-Marne, pour pouvoir montrer certains châteaux qui sont intéressants à aller visiter et qui peuvent constituer de très très bonnes sorties. En général, quand les touristes viennent en Île-de-France, ils ont plutôt tendance à visiter la ville de Paris, ce qui est totalement normal, c'est la capitale. Pourtant, il y a énormément d'endroits qui gagnent à être visités dans les autres départements et qui sont facilement accessibles en RER. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de châteaux en Île-de-France? Pour information, l'Île-de-France fait référence au pays de France, donc à la terre des Francs, fondée par Clovis. Le terme d'île désigne surtout le fait qu'il y a énormément de rivières et également le fleuve, donc la Seine, qui le traverse, mais on va retrouver aussi l'Oise, la Marne, l'Orge. L'Île-de-France n'a jamais véritablement été une province du royaume, puisque son destin est très lié à la ville de Paris, qui est la capitale, et la plupart des anciens textes attestent qu'il s'agit bien d'une région qui est spécifique, et cela au moins depuis le Moyen-Âge. À partir du IVe siècle, les barbares vont envahir la Gaule, qui était une province romaine, et les Francs menés par Clovis donc étendent leur domination sur le nord du territoire. Les Mérovingiens vont faire de Paris la capitale. Alors même si Charlemagne et les Carolingiens préfèrent Aix-la-Chapelle à Paris, cette ville va redevenir capitale sous la dynastie des Capétiens, et donc on est là sur le centre du domaine royal. Les Capétiens vont avoir pour volonté de créer une frontière qui ceinturera l'Île-de-France pour pouvoir protéger la ville de Paris. Et pour cela, on va créer des fortifications, donc des châteaux qui vont avoir un but défensif. Les premiers châteaux qu'on conserve donc de cette période sont des châteaux forts, des châteaux de défense, et ensuite on a des châteaux qui sont beaucoup plus des châteaux résidentiels où là les rois aimaient venir pour pouvoir se reposer, être en campagne, ou également des résidences liées à la noblesse, puisqu'énormément de nobles avaient à la fois une résidence à Paris et également une résidence en campagne. Les châteaux qu'on conserve aujourd'hui sont généralement des châteaux qui ont été embellis, agrandis, qui dataient soit de l'Antiquité, soit du Moyen-Âge, et qui ont été perfectionnés et transformés pour devenir des lieux de résidence. On va commencer par le château de Dourdan. Dourdan, c'est un château fort qui est accessible via Paris par le RER-C, dont il est le terminus. Donc il a été acheté au XIIIe siècle par le roi Philippe Auguste, qui était un roi de la dynastie des Capétiens, qui a mis en place son système dit philippien. Le système philippien, c'est une forme d'architecture défensive qui est caractérisée par un plan régulier, un large fossé, alors là on a un fossé sec puisqu'il n'y a jamais eu d'eau autour de ce château, des tours rondes avec notamment une tour importante qui est la tour maîtresse qui elle est de forme alors soit carrée, soit ronde comme c'est le cas ici, un châtelet d'entrée défensif et une vaste cour. Le château de Dourdan, c'est l'une des seules forteresses que l'on ait conservée quasiment intacte, qui est justement un modèle de cette architecture, qui sert aujourd'hui de modèle pour les passionnés d'histoire qui construisent le château de Guédelon à partir des techniques de l'époque. Un deuxième château qui se trouve également dans la région, c'est le château de la Madeleine qui est situé à Chevreuse. Donc lui, il est accessible via le RER B. Il est situé sur les hauteurs de la ville, il offre un panorama assez important sur la vallée de l'Yvette et il a été construit entre le XIe et le XIVe siècle et on conserve encore aujourd'hui les remparts, les caves et la tour de garde, ainsi qu'une documentation historique qui est assez fournie sur les vestiges de ce lieu. Après les châteaux défensifs, je vais vous présenter là plutôt des châteaux qui sont des châteaux de résidence. À partir de la Renaissance, les rois vont arrêter d'avoir un château qui est purement pour se défendre. Je vais m'intéresser aux châteaux qui sont des châteaux plutôt royaux. Le château de Fontainebleau est un château de style Renaissance et classique qui est situé en Seine-et-Marne. Les premières traces du château remontent au XIIIe siècle et les derniers travaux ont été menés aux alentours du XIXe siècle. C'est la demeure des souverains français, notamment de François Ier, mais également des souverains jusqu'à Napoléon III. Il est entouré d'un immense parc, il y a également de l'eau. Au niveau de son architecture, il se compose à la fois d'un style médiéval, renaissance et classique, qui témoigne de l'influence de l'art italien, puisque François Ier était quand même un passionné de l'art italien et souhaitait faire de ce château une nouvelle Rome. Il avait fait venir des artistes italiens qui ont laissé leurs empreintes sur le château.
Et à l'intérieur, on va trouver une collection de peintures, de sculptures, d'objets d'art qui vont dater du 6e au 19e siècle. Le château de Vaux-le-Vicomte est également situé en Seine-et-Marne. Il a été construit par Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, et il a bénéficié des meilleurs architectes de l'époque. L'architecte Louis Levaux, qui était le premier architecte du roi, le peintre Charles Lebrun, qui s'est occupé de l'intérieur et qui avait été le fondateur de l'Académie de peinture, et le paysagiste André Le Nôtre, qui va être notamment le paysagiste des jardins de Versailles. C'est un chef-d'œuvre d'architecture classique qui a rendu foudrage le roi Louis XIV puisque Nicolas Fouquet avait organisé une fête somptueuse en 1661 qui avait fait de l'ombre au roi Soleil et le roi l'a fait ensuite arrêter et a récupéré les architectes pour construire Versailles. Alors justement, le château de Versailles, lui il est situé dans les Yvelines. On peut y accéder via le RERC, mais il faut prendre par contre le côté inverse, sinon vous allez vous retrouver au château de Dourdan. Quand même pas la même chose. Le château de Versailles, c'est la résidence des rois de France, notamment de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, et également de la cour. Le château avait été créé pour glorifier la monarchie française. À l'origine, il s'agissait d'un simple pavillon de chasse qui était notamment utilisé par le roi Louis XIII, qui était situé dans un lieu marécageux. Donc quand Louis XIV a dit « je vais faire de Versailles l'un des palais les plus beaux du monde pour pouvoir exalter la monarchie française et également son propre règne et lui-même », parce qu'il était un petit peu mégalo quand même, eh bien, je vous avoue que les architectes de l'époque ont tenté de décourager le roi en lui disant « Dites-moi mon souverain, je voudrais pas paraître un petit peu embêtant, mais il y a de la vase ici, hein. C'est un peu marécageux. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on reste à Paris? Non, parce que c'est la campagne, hein. Il y a même des poules. Le roi, c'est moi. Et moi, je veux un château ici, à Versailles. » Le parc s'étend sur 815 hectares, dont 93 de jardins, et ce sont principalement des jardins à la française qui ont été dessinés par André Le Nôtre, qui doivent refléter le contrôle de l'homme sur la nature, ce qui explique pourquoi les jardins sont très géométriques, puisque l'idée c'est vraiment de montrer le contrôle de l'homme sur la nature, mais également d'exalter la gloire de la monarchie française. C'est pour ça qu'on a aussi des fontaines, des statues, qui montrent justement le souverain mis en majesté. Autre château, c'est celui du château de Rambouillet, qui est également situé dans les Yvelines, dans la commune de Rambouillet. C'est une ancienne résidence royale, impériale et également présidentielle. Le château, c'est un lieu de repos pour les princes et les souverains. Une grande partie des rois de France y ont séjourné, et il a été racheté par le comte de Toulouse, qui était le fils illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui a embelli le domaine. Louis XVI est venu y faire plusieurs séjours, sa femme Marie-Antoinette ne l'aimait pas du tout parce qu'elle lui trouvait une allure un peu gothique, et elle surnommait cette demeure dans laquelle son mari aimait beaucoup aller faire de la chasse, la demeure gothique Crapaudière. Le château a été un peu abandonné sous la Révolution française, puis il a été remis en état par Napoléon Ier, et occupé successivement par les rois Charles X, Louis-Philippe et également Napoléon III. Ensuite, j'ai visité certains châteaux qui sont plutôt des châteaux ayant appartenu à des nobles. C'est le cas par exemple du château de Courson, qui est situé dans l'Essonne, qui se transmet par héritage depuis le XVIIIe siècle. Son parc est réalisé dans le style des jardins d'André Le Nôtre, donc des jardins à la française. On a également le château de Dampierre, qui lui est situé dans les Yvelines, qui a une architecture de style classique, qui a vu séjourner Louis XIV et Louis XV, qui a été longtemps la propriété de la famille d'Albert de Luynes, et qui aujourd'hui a été racheté par la famille Mullier. Si vous avez l'occasion de visiter ce château, sachez qu'on peut même y faire des promenades en calèche. Le château du Marais, lui, est situé au Val-Saint-Germain, dans l'Essonne. Il a été construit par l'architecte Jean-Benoît Vincent Barré, trésorier général de l'artillerie et du génie, et c'est un château de style Louis XVI, qui a appartenu successivement à de très grandes familles de la noblesse. C'est le cas par exemple des de Noailles, des de Castellane ou encore des Talleyrand. Le château de Maison-Lafitte est lui situé dans les Yvelines. Il a été construit par François Massard et il est devenu la propriété du comte d'Artois, qui était le frère de Louis XVI, futur roi Charles X, en 1777. Puis ensuite il a appartenu au banquier Jacques Lafitte à partir du 19e siècle. Le château de Chamarande est lui situé dans l'Essonne. Il possède un parc d'à peu près 98 hectares et le château est principalement utilisé comme centre d'art contemporain. C'est un château qui à la base date de l'époque médiévale et qui a ensuite été agrandi et embelli tout au cours des siècles. Il est devenu une sorte d'hôtel seigneurial à partir du XVIe siècle. Le domaine est orné de bassins, de fontaines, de parcs et il est aujourd'hui utilisé principalement comme lieu de conservation des archives départementales de l'Essonne. Enfin, un dernier château à visiter, ce serait le château de Breteuil, qui lui est situé dans les Yvelines. Donc le château est classé monument historique, il possède un immense jardin qui mêle jardin à la française et jardin à l'anglaise. Le château date du Moyen-Âge, mais il a été agrandi et embelli au cours du XVIIe siècle. Et dans ce château, on va retrouver à peu près 4 siècles d'histoire qui vont se succéder. Ce château a notamment accueilli Émilie du Châtelet, qui était la fille du comte de Breteuil, et il est dédié principalement au comte de Charles Perrault, donc si on y va, on peut retrouver des scènes qui ont appartenu à l'univers de ces contes.
Et enfin, petite entorse à la règle, il n'est pas situé en Île-de-France puisqu'il est à la limite, il est dans l'Eure-et-Loire, c'est le château de Maintenon, dont la construction s'est étalée entre le XIIe et le XVIIe siècle, qui est une ancienne forteresse qui a été transformée en lieu de résidence pour accueillir Madame de Maintenon, qui était la dernière épouse du roi Louis XIV, qui là a une architecture qui à la fois est moyenâgeuse mais également qui reflète la succession des siècles et l'agrandissement qu'il a subi. Un jardin qui est quand même très beau, qui est un jardin de type à la française, avec également de l'eau et un aqueduc qui se trouve au fond du jardin. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, j'ai juste présenté ici des châteaux que j'ai été amenée à visiter depuis que je me trouve en Île-de-France, qui sont des châteaux qui peuvent être immenses, comme c'est le cas par exemple de Versailles ou de Fontainebleau, beaucoup plus petits si on prend le château par exemple de Courson ou château du Marais. Certains châteaux aujourd'hui qui appartiennent à des familles privées ne sont pas toujours visitables, parfois on peut visiter simplement les jardins et pas toujours rentrer à l'intérieur. Toujours est-il que c'est très joli d'aller déambuler dans les jardins, donc je vous encourage vivement à le faire. En tout cas, il y a énormément de lieux qui sont à visiter et qui font partie du patrimoine historique et national. Je vous encourage donc vivement à sortir de la ville de Paris si vous y avez l'occasion et aller visiter l'Île-de-France. Moi, j'ai pas encore pu tout visiter, mais j'espère bientôt pouvoir aller dans le nord, notamment dans le département de l'Oise, et je manquerai pas à cette occasion de vous faire une petite vidéo sur les châteaux de l'Oise, par exemple le château de Chantilly. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.